Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, les vraies voix responsables. Et on vous êtes la bienvenue avec Philippe David, la santé mentale des jeunes, les vraies voix responsables entre 18 et 24 ans. On cherche à s'affirmer, se forger une identité. C'est une période de la vie qui est marquée par des expérimentations, une envie d'autonomie ou de liberté. C'est aussi une période de grands bouleversements où les incertitudes et questionnements sur l'avenir apparaissent et elles pourraient être source d'un mal-être. La santé mentale des jeunes se dégrade. En décembre 2024, 23% des jeunes déclarent ne pas prendre soin de leur santé mentale, alors qu'ils étaient quelques semaines auparavant 55% à déclarer avoir déjà connu un problème de cet ordre. Et nos invités, Philippe, ce soir, le professeur Olivier Bonneau, professeur de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, à Paris-Saclay. Bonsoir. Bonsoir professeur. Miel Abitbol, influenceuse et créatrice de l'application Link. Alors c'est L-Y-Y-N-K. Bonsoir. Bonsoir. Elle sera avec nous dans quelques instants. Et son père, Guirchaume Abitbol, père de l'influenceuse, donc est directeur général de l'application Link. L-Y-Y-N-K, c'est bien ça. C'est ça, bonsoir, oui, cofondateur et voilà. Absolument. Professeur Olivier Bonneau, alors on a envie de comprendre ce qui se passe chez les jeunes. On parle de cette santé mentale un peu fragile, de cette situation difficile. On n'avait pas l'impression de parler de ça il y a une dizaine d'années et aujourd'hui ça s'accélère assez rapidement. Comment on l'explique? Est-ce que ça a toujours été le cas ou aujourd'hui effectivement l'actualité, les réseaux sociaux, la société qui évolue accélère le processus? Alors vous avez raison, on n'en parlait pas beaucoup précédemment, en tout cas il y a plus d'une dizaine d'années, on en parle beaucoup plus maintenant, ça c'est certain. Mm-hmm. Est-ce que pour autant il y a plus de jeunes qui sont pas bien? La réponse c'est oui, effectivement. Depuis 10 ans, on avait constaté une augmentation constante de la dépression, je parle pas simplement de je me sens un peu triste, je me sens pas très bien, j'ai un mal-être. Non, de la vraie dépression. On avait constaté une augmentation bien avant la crise Covid. Et évidemment, la crise du Covid a considérablement accéléré les choses. Et puis maintenant, on est pratiquement à un doublement, en tout cas, du nombre de dépressions, de troubles anxieux. Là encore, une vraie maladie, troubles anxieux. Et une augmentation assez considérable également des troubles du comportement alimentaire. En matière... Donc, c'est vraiment un problème. Pardon, en matière d'âge, on est... est-ce que ça commence aux alentours de 10, 12 ans? Est-ce que c'est beaucoup plus tard? Alors, c'est un peu tous les âges, mais c'est principalement effectivement les adolescents à partir de 12-13 ans. Et ça va jusqu'aux jeunes adultes, jusqu'à 20-25 ans. Ça touche plus particulièrement les jeunes femmes ou les adolescentes que les adolescents hommes. Mais vraiment, oui, on peut clairement dire qu'il y a une augmentation qui est préoccupante et qu'on observe d'ailleurs au quotidien, que j'observe dans mon travail tous les jours. Alors, Miel Abitbol est avec nous, influenceuse et créatrice de l'application, co-créatrice avec son père qui est avec nous aussi, de l'application Link. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio. Vous, ce sont des drames qui sont arrivés dans votre vie qui vous ont poussé à créer cette appli. Ouais, exactement. Pendant des années, ça a été très compliqué au niveau de ma propre santé mentale et c'est vrai que ce parcours-là, je l'ai partagé ouvertement moi sur les réseaux sociaux et je me suis rendu compte en faisant ça que j'étais vraiment loin d'être seule à vivre ce que je vivais et donc l'idée d'aider les autres et d'éviter aux autres ce que j'ai vécu était naturelle. Alors aujourd'hui, vous êtes devenu à 18 ans la porte-parole d'une jeunesse en souffrance. Vous avez 800 000 abonnés sur Instagram. Qu'est-ce qu'ils vous disent en fait? D'abord, on reviendra avec le professeur, mais est-ce qu'on est plutôt taiseux quand on est dans cette situation? Est-ce qu'on a besoin de parler? Est-ce qu'on est capable de parler? Alors moi, ce que je vois énormément, c'est beaucoup de jeunes qui se sentent incompris, isolés, délaissés. C'est souvent ce qui revient. On m'envoie des témoignages qui font 30 lignes en DM privé sur Insta. Et en fait, à la fin, ils disent « Bon, tu liras peut-être jamais ça, mais en fait, t'es la seule qui peut comprendre. Et j'ai besoin de l'écrire et j'ai besoin de dire ce que je ressens. » Donc, ouais, c'est beaucoup d'incompréhension, de solitude, je pense, qui revient énormément. Les jeunes, ils n'arrivent pas à parler de ce qu'ils vivent, ils n'arrivent pas à parler de ce qu'ils ressentent et ils savent pas vers qui se tourner nécessairement. Parce que c'est pas dans toutes les familles où il y a l'ouverture d'esprit par rapport à la santé mentale, par rapport à tous ces enjeux-là. Donc
Donc c'est vraiment ce qui revient, c'est l'incompréhension et la solitude. Pardon, je rebondis Philippe. Pardon, professeur Olivier Bonneau. On a l'impression que les générations, la nôtre par exemple, on avait moins ce type de problème. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on parlait moins à nos parents, et pourtant aujourd'hui, on a l'impression que c'est quand même de parler, c'est plus facile. On est plus ouvert. Je vois la génération, ils sont beaucoup plus ouverts, ils ont moins de tabous que nous n'avions à l'époque. Pourquoi ils ne parlent pas quand même ? Comment on l'explique ? Bon, parler déjà, c'est le début de la guérison. Alors, c'est important d'arriver à trouver quelqu'un pour parler. Aujourd'hui, malgré tout, quand même, les jeunes, par rapport à avant, par rapport à il y a 10, 15, 20 ans, parlent plus et vont plus consulter de professionnels. Après, il y a le problème de l'accès aux soins, il y a le problème de l'accès aux soins, clairement, et là, il faut pas se cacher derrière son petit doigt, c'est difficile de trouver un professionnel, mais ils en parlent plus. Pourquoi ils en parlent plus ? Eh ben, parce que justement, il y a des influenceurs ou des influenceuses qui en parlent, il y a des sportifs de haut niveau qui en parlent, il y a des vedettes qui en parlent. La crise Covid, en ça, elle nous a aidés. La santé mentale est devenue un sujet, et la psychiatrie, du coup, qui fait partie de la santé mentale, est devenue également un sujet plus facile. C'est vrai qu'il y a plusieurs années, il y avait eu, il y a 30 ans, pour ceux qui s'en souviennent, un journaliste connu, Philippe Labro, qui avait fait un livre en parlant de sa dépression. Ça avait fait une sorte de petit scandale. Puis aujourd'hui, c'est beaucoup plus fréquent, on en parle, et ça, c'est une bonne chose, et ça amène un certain nombre d'individus qui ne se sentent pas bien à aller plus facilement consulter, donc ça participe aussi de l'augmentation, c'est pour ça aussi. Et puis, parce que avant, ils se disaient, bah non, il y a personne, moi je ne sais pas ce qui m'arrive, et donc, mais ça reste encore quelque chose qui est relativement tabou. Des émissions comme vous, l'occasion d'en parler, c'est toujours une bonne chose, ou des applications faites par des jeunes, c'est parfait, enfin pour moi c'est bien, plus on en parle, mieux c'est. La souffrance mentale des jeunes, c'est un triangle. Les parents, les jeunes, les médecins, on a les trois ce soir. Guerchom Abitbol, quand votre fille, Miel, a commencé à aller mal, est-ce que vous en êtes rendu compte? Comment ça s'est manifesté? Et surtout, quel conseil donneriez-vous à des parents qui nous écoutent et qui se disent, tiens, mon ado va pas très bien? Alors juste, il y a un acteur aussi qui est essentiel, dont on parle pas, c'est l'école. Oui, l'école aussi. C'est le monde adulte, en fait, autour du jeune. Et ce qui est important pour nous, c'est... Parfois le club sportif. Le club sportif, voilà. Mais en fait, c'est ce monde adulte qui doit se coordonner autour du jeune et dans l'intérêt du jeune. Et cette coordination, elle aura des effets. L'effort collectif, en fait, permettra d'améliorer la situation des jeunes. Pour revenir à votre question, en tant que parent, non, on voit pas grand-chose venir. Nous, c'était en plus, il y a quelques années, puisque c'était en 2020, 2021, où c'était encore un sujet assez peu évoqué. On avait pourtant une relation plutôt bonne. On a toujours une relation plutôt bonne avec nos enfants, mais peut-être pas assez profonde pour qu'elle puisse venir nous demander de l'aide au moment où elle en avait besoin. Pour plein de raisons, parce qu'elle avait honte, parce qu'elle se sentait responsable de la situation dans laquelle elle était, et du coup, elle avait peur, tout simplement. Elle avait peur qu'on la comprenne pas, voilà, et qu'on soit pas là pour elle. Alors qu'au contraire, évidemment, elle serait venue nous parler, on aurait fait tout ce qu'on pouvait pour l'aider dès le départ. Mais voilà, c'est pas aussi simple en fait, et ça touche aujourd'hui beaucoup de parents. Et moi, ce que je leur conseille, c'est surtout d'avoir vraiment les oreilles grandes ouvertes, d'être prêt à tout entendre, et surtout de leur rappeler qu'ils sont là pour les aider, quoi qu'il arrive. Quoi qu'ils aient fait, ils seront toujours là. On doit être leur pilier sur lequel ils peuvent compter quoi qu'il arrive. Ça, c'est vraiment important de le dire à ses enfants. De dire, voilà, s'il y a un problème, je t'aiderai toujours à trouver une solution, tu auras toujours une issue avec moi. Alors, tous les parents ne sont pas comme vous, ouverts, forcément. Professeur Olivier Bonneau, quels sont, alors j'imagine qu'ils sont très différents les uns des autres, mais les premiers signes d'un enfant qui se sent pas bien, en fait? Alors d'abord, pour rebondir sur ce que disait Guerchom Abitbol, il y a une grande chose qu'on dit comme ça, qui est que ce serait facile d'être parent. C'est pas du tout facile. On est souvent confronté à des difficultés, des choses qu'on ne sait pas gérer, et chacun fait un peu comme il peut. Personne n'est coupable de rien. Bon voilà, on fait comme on peut. Parfois, on est en difficulté. Parfois, on a des solutions. Et ça, c'est quand même un élément très important. Alors après, quels sont les premiers signes? Les premiers signes, c'est toujours un peu les mêmes. C'est-à-dire, si votre enfant a un changement de comportement, c'est-à-dire il aimait beaucoup faire telle activité, il ne la fait plus, il était très bon à l'école, il devient mauvais ou désintéressé. Oui. La chute, voilà. Même peut-être le contraire, si tout d'un coup il s'investit beaucoup dans l'école alors qu'il ne le faisait pas du tout avant. Au début, ça fait plaisir, mais tout changement est quelque chose qui doit alerter. Donc ça, c'est important, et lui demander qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il y a éventuellement des choses. Après, il y a quand même si la dépression en particulier se matérialise plus souvent par une forme d'irritabilité, de colère, voire d'agitation chez l'adolescent que de tristesse en premier lieu, si on observe ce genre de comportement d'agitation et autres, posez la question de la tristesse, et si évidemment la tristesse est apparente,
poser la question, est-ce que tu es triste ? Est-ce que tu as éventuellement des idées de te faire du mal et autres ? Ça ne provoque pas du tout de suicide. Au contraire, ça soulage. Ça soulage beaucoup. Donc, poser la question et donc le dialogue. Et donc, je suis tout à fait d'accord, effectivement, la question du dialogue entre les parents et l'enfant, de l'ouverture, parce que ce qui, en général, embête les enfants comme les adolescents pour se confier, c'est qu'ils sont à la fois gênés d'en parler vis-à-vis de leurs parents, honteux un peu, et puis parfois ils ont un peu peur de les mettre en difficulté, de les inquiéter trop. Vous voyez, donc faut leur dire, écoutez, je vais pouvoir entendre, peut-être j'ai pas la réponse, mais je trouverai les ressources, je t'aiderai, je t'accompagnerai. Miel Habitbol, votre application, elle a 1 an, puisqu'elle est née le 12 septembre 2024. C'est vous qui avez eu l'idée de la lancer, ou comment ça s'est passé ? Ouais, exactement. Au début, c'est moi qui ai eu l'idée. Je me rappelle en voiture avec mon père, c'est vraiment sorti de nulle part. Au début, je lui ai dit, viens, on fait une appli pour aider les jeunes. Et il faut savoir que mon père, à ce moment-là, il travaillait plus. Il avait pris sa retraite assez tôt. Et du coup, il m'a direct suivi dans le projet, dans l'idéation et tout. Et on a notamment fait appel au docteur Claire Morin, qui est médecin psychiatre, pour idéaliser toute l'application. Et bon, j'avoue que je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus de travail que je pensais, l'application. Mais c'est un super projet qui a énormément de sens et qui fonctionne vraiment, quoi. On voit que ça marche, que les jeunes, ça les aide et que ça a vraiment un impact positif sur la vie des jeunes. Allez, vous restez avec nous, en tout cas tous les trois. On a encore plein de questions à vous poser. On fait une petite pause et on revient dans un instant. Si vous voulez témoigner ou poser des questions, vous êtes les bienvenus. Vous le savez, 0826 300 300. On est ensemble jusqu'à 20h. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, les vraies voix responsables. Et selon les chiffres, la santé mentale des jeunes se dégrade en décembre 2024. 23% des jeunes déclarent ne pas prendre soin de leur santé mentale alors qu'ils étaient quelques semaines auparavant. 55% déclaraient avoir rencontré ou connu un problème de cet ordre. Pour en parler, le professeur Olivier Bonneau qui est avec nous et qu'on remercie sincèrement d'être avec nous. Miel Habitbol qui est avec nous aussi. Et Guerchaume Habitbol, son papa, qui ont monté tous les deux cette application qui s'appelle Lynk, L-Y-Y-N-K, avec pas mal de questions encore à vous proposer, professeur, sur l'amplification, le problème des écrans. Est-ce que aujourd'hui le harcèlement scolaire, il y a beaucoup de facteurs qui font aussi, qui créent aussi un dysfonctionnement, j'imagine, chez nos jeunes? Alors oui, effectivement, le harcèlement scolaire a toujours existé. Ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est le cyberharcèlement. Oui. Forcément, pas de réseaux sociaux, pas de cyberharcèlement. Et le cyberharcèlement, le problème, c'est que c'est la même chose que le harcèlement, sauf que ça dure toujours. Ça s'arrête pas le week-end, ça s'arrête pas pendant les vacances, ça vous poursuit. Et donc, ça a un impact beaucoup plus fort. Puis c'est presque plus facile de harceler comme ça, derrière son écran, derrière l'anonymat parfois d'un écran, c'est beaucoup plus simple. Ça, c'est quand même un premier élément. Alors les écrans, est-ce qu'ils sont responsables? Alors c'est toujours assez difficile quand même quand on est scientifique d'organiser, d'évaluer ou d'analyser un phénomène qui est en mouvement. Mais bon, malgré tout, on a quand même beaucoup de choses qui pointent, non pas sur les écrans en général, parce que très sincèrement, là, je suis avec un écran pour vous parler, c'est sûrement pas désagréable. Ah non, c'est plutôt très agréable d'ailleurs, je vous remercie. C'est mieux d'être dans le studio, c'est sûr, mais bon, c'est quand même pas si mal, on s'y est fait. On peut regarder des documentaires très intéressants, il y a des jeux qui sont très bien, il y a des séries, les plateformes sont très bien. Bon, et puis les réseaux sociaux, c'est pas que du mauvais. Il y a des aspects, ça a été étudié, quand on va chercher auprès de sa communauté des informations plutôt positives, on les appelle chaudes, chaleureuses. À ce moment-là, c'est plutôt positif. Et quand par contre, gros problème des algorithmes toxiques, on vous pousse des informations que vous ne souhaitez pas, par des gens que vous ne connaissez pas, et qui sont de nature, on va dire, négative, ou en tout cas de nature à vous affecter, alors forcément, ça a un impact négatif. Ce qu'on a observé, c'est que l'augmentation des troubles mentaux, celle dont je parlais là sur 10 ans comme ça, pendant la période Covid, elle a été particulièrement étudiée. Elle a en elle-même doublé pendant la période Covid. C'est-à-dire que les réseaux sociaux ont été multipliés par 2, forcément, on était enfermés chez soi, et en même temps, paf, une multiplication par 2 des troubles mentaux. Donc on s'est dit quand même qu'il y avait probablement un lien. Après, de quelle manière se fait ce lien ? Probablement, effectivement, les algorithmes toxiques, la bulle numérique, ou peut-être l'isolement. Mais la double dose, parce que même les parents ont été impactés. Oui.
Bien sûr, ben, c'est tout le monde. Hein. Oui. Guerchom Abitbol, vous étiez déjà un professionnel du numérique. Il y a 13 mois, vous avez cette idée sortie non pas de nulle part, mais d'une voiture, contrairement à ce qu'a dit votre fille, comme l'idée a eu lieu en voiture. En quoi consiste cette appli ? Comment ça marche ? Mais en fait, l'application, elle est composée de deux parties. On a une safe place, en fait, un espace pour le jeune dans lequel, en fait, il peut apprendre à mieux comprendre comment il fonctionne. C'est extrêmement important de savoir comment on fonctionne et comment on évolue dans le temps. Donc, ça passe par un calendrier bien-être où il va mettre, par exemple, son humeur, son alimentation, sa fatigue, suivre ses objectifs, ses addictions, un journal intime également où il va pouvoir extérioriser. En fait, donc, c'est totalement sécurisé. Les parents ne peuvent pas avoir accès à ça. Les parents ne peuvent pas avoir accès. D'accord. Il y a un accès pour les parents, mais c'est le jeune qui décide des données qu'il souhaite partager avec ses adultes de confiance. D'ailleurs, c'est pas que ses parents, ça peut être un adulte de confiance. Parfois, un jeune, il se confie plus facilement à un proche de la famille, un parrain, une marraine, qu'à ses parents. Le tout, c'est qu'il ait une ressource adulte fiable vers laquelle il peut se tourner quand il a des difficultés. Mais c'est intéressant parce qu'on n'affronte pas ses parents, finalement, on leur diffuse des informations. Miel, vous avez des frères et sœurs ? Ouais. Comment ça s'est passé avec eux ? Est-ce qu'il y a que vous qui étiez peut-être sensible ou fragile à ce moment-là ? Est-ce que vos frères, vos frères et sœurs ont subi la même chose ? Bah, sûr que quand il y a un enfant qui vit des difficultés comme j'ai pu vivre, ça impacte tous les autres. Et puis je pense surtout ça libère la parole aussi chez les autres. Il y a des choses qu'on a appris de la part de mes frères, dont mes parents n'étaient pas au courant, qu'ils ont vécu beaucoup plus tôt, etc. Donc je pense que ça libère la parole. Après c'est un peu un chaos familial hein, quand on a un enfant, je pense. Dans ce cas-là c'est moi. Mais quand tu te retrouves à l'hôpital pendant des semaines, pendant 2 ans, t'es en enfer hospitalier et tout, ça chamboule tout le monde et la santé mentale de tout le monde. Donc, c'est sûr que ça a un impact phénoménal sur toute la famille. Après, voilà, c'est pour le mieux parce que forcément, pour le mieux, c'est mieux d'éviter. Mais forcément, ça libère la parole chez tout le monde aussi. Quand vous avez fait l'appli avec votre père, ne le prenez pas mal, Guerchom Abitbol, vous avez compté sur votre fille parce que pour parler aux jeunes, c'est une question de génération. Vaut peut-être mieux avoir quelqu'un d'un peu plus jeune pour faire passer les messages. Bah, c'est essentiel. Moi, je parle aux parents, elle parle aux jeunes, et c'est ça qui est bien. Chacun sa cible. Non, mais chacun est dans son rôle. Et moi, je vous donne mon point de vue de parent aussi, et justement sur toute cette démarche de prévention aussi, tout ce qu'on peut faire en amont pour pas arriver dans ces situations-là. Aujourd'hui, il faut être clair. On a un système de soins qui est en difficulté, qui est saturé. Il y a beaucoup de jeunes qui se sentent mal. Je parle de la médecine scolaire, c'est très compliqué. Donc, le seul moyen de s'en sortir, en tout cas, c'est de faire en sorte qu'il y ait moins de jeunes qui soient mal. Et non seulement ce sera mieux pour eux, ce sera mieux pour leur famille, ce sera mieux pour tout le monde, parce que le mal-être, ça amène aussi à des problèmes de désinsertion scolaire, de difficultés justement d'insertion dans la vie professionnelle. Ça a beaucoup de conséquences à long terme sur le jeune. Donc si on peut leur permettre de grandir bien dans leur basket, tout le monde sera gagnant. Et c'est pour ça que nous on travaille. C'est vraiment pour faire de la prévention et faire en sorte que les jeunes apprennent à se connaître et puis reste bien sur la durée. Pour nous, ça c'est essentiel. Miel, vous avez constaté l'efficacité de votre application de jeunes gens qui se sont dit, là j'ai l'impression d'appartenir à un groupe et d'avoir une dynamique plutôt positive. Ce qu'on a vu, c'est pour ça qu'on a lancé aussi une nouvelle fonctionnalité il y a quelques mois, 1 an presque en fait. Le canal où en fait c'est les utilisateurs eux-mêmes qui peuvent envoyer des messages positifs. Après évidemment il y a une modération avant que ce soit publié publiquement. Mais ce qu'on voit c'est que tous ces jeunes ils cherchent un endroit sûr, et ça on l'a même vu quand on a fait le lancement de l'application. On a eu 150 000 téléchargements en 24 heures, plus de 100 000 comptes créés en 24 heures. On était numéro 1 sur les stores et tout, et ça montre qu'il y a vraiment une demande. En fait, il y a vraiment une demande de la part des jeunes d'outils, une demande d'écoute, une demande de soutien, d'aide, qui se sentent entendus en fait, et ça c'est ce qui revient énormément. Professeur, en fait, est-ce qu'il y a une bonne coordination entre ce que votre travail et l'école? Est-ce que c'est important? Est-ce qu'il y a un lien, pas de lien? Ou comment vous travaillez? Alors, les services de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent travaillent en règle générale en étroite collaboration avec l'école. Bon, après, chacun a ses difficultés, on a les nôtres, l'école aussi, sur le plan des moyens.
Mais enfin bon, on a très régulièrement des réunions sous les formes d'équipes éducatives autour de situations complexes qu'on peut suivre, qui sont également suivies à l'école. Donc il y a un lien habituel. Et l'école, je dois quand même reconnaître, ces 15-20 dernières années a pas mal progressé sur la reconnaissance. Alors on parle beaucoup de l'intégration d'enfants qui ont un trouble du spectre de l'autisme ou des troubles 10 comme on parle et autres. Mais pour la question du harcèlement, il y a des programmes, il y a le programme phare, il y a toutes sortes de choses qui sont faites. Alors est-ce que c'est suffisamment utilisé? Vous me ferez pas dire que oui. Non, bien sûr pas assez. On peut toujours faire plus. Ce qui est très important, c'est que en réalité, et ça vient d'être dit, et donc vraiment c'est bien, j'ai envie presque simplement d'insister dessus, c'est que l'aspect important, c'est la prévention. C'est-à-dire que un adolescent qui va pas bien, ça va être un adulte qui va pas être bien. Donc c'est quand même un gros impact. Et donc il faut mettre des moyens importants dans l'enfance et dans l'adolescence de façon à pouvoir prévenir et diminuer. On sait que le risque majeur de la dépression, bien sûr c'est le suicide, mais surtout c'est la récidive et la chronicité. Donc il faut vraiment pouvoir agir, et comme dans toutes les disciplines, en psychiatrie on n'est pas différent des autres, plus on agit tôt, plus on est efficace. Mais ça veut dire que ça peut vous poursuivre toute la vie? Ah ben bien sûr, les dépressions. Le risque de la dépression, c'est la chronicité et la récidive. Quand on a fait une tentative de suicide, on a plus de chances pendant 1 an d'en refaire une autre. Puis après, ça va diminuer progressivement. Et sur la vie entière, de toute façon, on a augmenté ses chances. Enfin, ses malchances, son risque. Et donc, du coup, vraiment, nous, on a besoin de faire des choses dans l'intervention la plus rapide. Ce qui nous embête, c'est que nos moyens sont réduits, et donc on se concentre actuellement sur l'urgence, c'est-à-dire quelqu'un qui va vraiment pas bien, et on n'a pas le temps de faire assez de prévention. Gershom Abitbol, vous avez travaillé avec des médecins pour faire cette appli, et Miel Abitbol? Oui, alors absolument. Le projet, il a été co-créé à 3. Donc, on disait 2 tout à l'heure, mais c'est 3, c'est Miel, moi, mais également le docteur Claire Morin, qui est psychiatre, qui a d'ailleurs été sa psychiatre pendant 3 ans, donc il connaît très bien en fait son parcours. Et alors aujourd'hui, elle en a plus besoin, donc ce qui est plutôt une bonne chose. Oui, c'est sûr. Oui, et puis on travaille régulièrement quand on crée des contenus de sensibilisation avec des professionnels de santé. Ça peut être des neuropsys, ça peut être des nutritionnistes. Si on parle de troubles alimentaires, on va aller toujours chercher les spécialistes du domaine. Pour nous, c'est important parce que c'est aussi une question de bien faire les choses, de jamais mettre les jeunes en danger et de donner des informations qui sont pertinentes. Il y a beaucoup d'informations sur le net qui ne le sont pas réellement, et nous, on s'assure d'être un canal de confiance, un canal sûr pour les jeunes, mais aussi pour les parents. Et il y a vraiment un gros travail à faire aussi en termes de parentalité. Eh bien, on vous remercie sincèrement, en tout cas, d'avoir accepté notre invitation. Merci, professeur Olivier Bonneau, professeur de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à Paris-Saclay. Miel Abitbol, félicitations, vraiment, vous êtes une très jolie personne, bravo, influenceuse et créatrice de cette application, Link avec 2YNK, avec son papa qui est avec nous ce soir, Gershom Abitbol. Merci beaucoup. Merci. En tout cas. Vous êtes le directeur général de cette application Link, donc on le mettra sur nos réseaux sociaux parce que c'est très important, et on était ravis de vous accueillir ce soir. Dans un instant, on est ravis de l'accueillir comme tous les soirs. C'est Magali Berda qui est avec nous. Bonsoir Magali. Ça va. C'est un plaisir de vous retrouver ce soir avec encore un sujet brûlant. Oui. Alors, on adore. Ce soir, c'est un vrai sujet aussi. Enfin, tous les soirs, on a des vrais sujets. Bah oui. J'ai envie de dire que chaque soir, c'est encore mieux. Les politiques sont-ils trop payés? Ah. C'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Voilà. Et on va en débattre. Donc vous allez balancer des salaires. Ah bah, on va y aller là. On va parler des ministres, des députés, des maires. On veut savoir combien ils gagnent, ce qui est les avantages. Puis peut-être enlever les fantasmes aussi des gens. Peut-être on se fait un petit peu trop de fantasmes, peut-être pas. On va tout savoir ce soir. On reçoit Lou Pernaud, créatrice de contenu, qui va débattre de ce sujet avec le député Christian Baptiste, qui est un député apparenté socialiste de Guadeloupe. Et vous savez quoi? On a la chance de l'avoir de Guadeloupe. On vit pas dans la même France. Et on vit vraiment pas dans la même France. On en parle dans un instant. Sauf qu'à la Guadeloupe, le climat est meilleur qu'ici. Oui, bah écoutez, en tout cas, le climat, c'est très sympathique. Ça serait parfois assez tendu, mais c'est bien. 0826 300 300. Vous voulez participer à l'émission, et c'est jusqu'à 21h. Et nous, on se retrouve demain à partir de 18h. Merci Maxime, merci Aude, merci Justine, merci François-Louis, et merci Antoine. Passez une très belle soirée. À demain, salut. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai.